Bonjour à tous, je suis Frédéric Kléber de France Cyber Maritime. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par France Cyber Maritime sur le sujet de la norme S100. Donc, dans ce webinaire, France Cyber Maritime reçoit les équipes du CEREMA, donc du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et du CHOM, donc du service hydrographique et océanographique de la marine, pour discuter de la nouvelle norme S100 qui rentrera en application en 2026. Donc, la norme S100 est un standard international développé par l'Organisation hydrographique internationale pour moderniser les cartes maritimes électroniques et les systèmes de navigation utilisés par l'ensemble des navires de par le monde. Ce webinaire a pour objectif de présenter le contexte général et d'introduire cette nouvelle norme ainsi que son application sur des cas concrets. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir Madame Gaëlle Nassif, qui est responsable d'études affaires nautiques au CEREMA et expert nautique de la DGA. Bonjour. Nous accueillons aussi Madame Nathalie Lédinger du CHOM, qui est responsable du programme Produits et services géospatiaux. Donc, c'est une fonction qui consiste à piloter le développement de l'offre en produits et services du CHOM, et les futurs produits S100 entrent dans ce cadre-là. Et elle assure également la vice-présidence du comité des services et des normes hydrographiques de l'Organisation hydrographique internationale depuis 2021. Bonjour Madame. Bonjour à tous. Et enfin, nous accueillons Monsieur Yves Lefranc du CHOM également, qui est le chef du projet PING. Donc PING, c'est la nouvelle plateforme nationale de l'information nautique. Bonjour Monsieur. Bonjour à tous. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenants, donc, je rappelle à tous les participants qu'ils peuvent poser des questions à travers le chat pendant toute la durée du webinaire et nous y répondrons à la fin de l'intervention. Donc, je laisse dès à présent la parole à nos intervenants pour nous expliquer les tenants et les aboutissants sur la norme S100. Merci. Donc, je vais démarrer cette présentation sur la S100. Donc, la S100, qu'est-ce que c'est? C'est un standard cadre qui a été développé par l'OHI, l'Organisation hydrographique internationale, et qui est en fait conçu comme une infrastructure commune pour développer des spécifications de produits et de services numériques, qui est aligné avec les normes ISO. Alors, si on revient un petit peu en arrière, l'OMI, la carte électronique de navigation, l'ENC, elle date des années 90 et elle a été reconnue par l'OMI en 1995 comme un équivalent légal des cartes papier. Et le saut technologique suivant, c'est la famille des produits S100. Cette famille de produits S100, cette norme S100, elle a aussi été adoptée par l'OMI, donc plus récemment, pour la e-navigation. Alors, elle est destinée bien sûr à la navigation, mais aussi plus largement aux communautés hydrographiques maritimes et des systèmes d'information géographique. La S100, juste en quelques mots, c'est des couches additionnelles qui vont être superposables et interopérables avec la carte marine. Par exemple, des données sur le relief sous-marin très détaillé, des données de météorologie, des données sur les courants, mais bon, on va voir ça en détail un peu plus tard. Donc, ça veut dire aussi des échanges de données plus importants, pour certains en temps réel, dans des formats lisibles directement par l'ECDIS, et donc ça pose forcément des questions de sécurisation des communications pour transmettre, échanger ces données. Alors, la norme S100, en fait, il y a plusieurs domaines thématiques qui s'y réfèrent, et donc il y a des familles de produits quelque chose, en fait, qui relève aussi de la norme S100. Donc, les S100XX, ça va être tout ce qui est les produits hydro- et océanographiques, mais on a aussi le domaine thématique qui est lié à la signalisation maritime. Donc, c'est tout le corpus de normes S2 quelque chose, développé par Ayala.
l'Association internationale de signalisation maritime, et Gaëlle Nassif du CEREMA, ici présente, vous donnera une présentation détaillée de certaines de ces produits de spécification. Il y a aussi, pour ne citer que peut-être deux autres, l'Organisation Météo Mondiale, qui développe des produits, par exemple S411 sur les glaces, et puis l'OTAN qui développe les AML, les Additive Military Layer, S500 quelque chose, qui sont aussi des normes, des standards, enfin, des spécifications de produits qui se réfèrent en fait à la norme S100. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une spécification de produit? Ça décrit en fait le champ d'application du produit, la structure des données, comment il va être encodé, comment il va être représenté, en particulier sur le système à bord des navires sur l'EC10, comment décrire et définir la qualité des données, et quelle est la structure du jeu de données qui sera distribué, ce qu'on appelle l'exchange set. Et en fait, la colonne vertébrale, un petit peu pour décrire ces spécifications de produits et de services, c'est le registre de données géospatiales, le référentiel géospatial, GI Registry, qui est en fait le référentiel de tous les concepts, de tous les objets, les attributs qui sont utilisés dans les spécifications de produits. Alors, le développement de ces normes se fait dans différentes phases. Donc, la première phase qui a été développée, c'est tous les produits qui concernent le route monitoring mode de l'EC10. Donc, c'est la carte électronique de navigation dans son format donc S101, la bathymétrie haute résolution, les hauteurs d'eau, donc c'est-à-dire à la fois les données de marée, les prédictions de marée, mais aussi des données dynamiques qui peuvent être issues de modèles de prévision. Donc on a à la fois la marée et puis les phénomènes météo qui viennent s'ajouter, les courants de surface, les avertissements urgents de navigation, et un service qui est l'Underkeel Clearance Management, donc le clair sous quille. Donc, toutes ces normes-là, toutes ces spécifications de produits-là sont aujourd'hui en version dite opérationnelle. Donc, les développeurs d'EC10 peuvent s'appuyer dessus de façon fiable pour mettre au point les systèmes. Et puis, dans une phase 2 qui a déjà démarré, mais là, pour lesquelles les normes sont encore en cours de développement, vous avez air marine protégée, les radioservices, les aides à la navigation, le trafic, le management du trafic, les données sur les ports, etc. etc. Je ne vais pas toutes les citer. Et si on a deux dates à retenir, en fait, c'est les dates promulguées par l'OMI. Donc, au 1er janvier 2026, l'utilisation d'EC10 capable d'exploiter des données S100, donc en particulier les données S100 de la phase 1 du route monitoring, sera légale. Et au 1er janvier 2029, tout nouvel EC10 devra être S100 compatible. Alors, quand on dit S100 compatible, ça ne veut pas dire qu'il est plus capable de lire le NC telle qu'elle est produite, la carte électronique de navigation telle qu'elle est produite aujourd'hui. On parle dans notre jargon d'un EC10 dual fuel, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'utiliser à la fois les données S57, l'ENC telle qu'elle est produite aujourd'hui, et les futurs produits. C'est une transition qui va quand même prendre quelques années. Tous les services hydrographiques ne sont pas forcément en capacité de déclencher de la production S100 dès 2026 et pas forcément non plus dès 2029. Alors, qu'est-ce que ça apporte, en fait, les produits et les services S100 ? Une amélioration de la sécurité avec des données plus précises, temps réel et surtout interopérables. Donc, on voit sur le petit exemple là à droite, en combinant en fait une bathymétrie à haute résolution, c'est-à-dire un relief sous-marin à haute résolution avec des hauteurs d'eau, on va pouvoir au sein de l'EC10 avoir un calcul de l'isobate de sécurité, c'est-à-dire les zones dans lesquelles le navire ne doit absolument pas aller, les zones rouges. On va pouvoir avoir ce calcul-là dynamique au sein de l'EC10.
voyez également en superposition les courants à une date donnée donc sur la route. Dans la partie gauche, c'est quelques jeux tests, un jeu test sur la zone de Saint-Malo qui a été produite par le CHOM. Donc, vous voyez la bathymétrie haute résolution avec les nombreuses sondes du coup, qui apparaissent en superposition sur la carte et en interopérabilité avec la carte. Autre apport, une meilleure efficacité opérationnelle. Donc là, on voit sur l'exemple de gauche, avec la carte électronique de navigation, eh bien, il faut faire deux changements de direction pour être en sécurité. Si on a les données plus précises, donc de hauteur d'eau et de bathymétrie, on voit que la route passe très bien sans faire ces deux changements de direction. Donc, ça veut dire, quelque part, des optimisations de route, des optimisations également d'heures d'arrivée, d'heures de départ, donc d'escale, de just-in-time, des chargements et des passages aussi qui peuvent être optimisés grâce au service de clair-sous-quille dynamique qui est normalement prévu dans ces futurs produits et services. Également, une contribution à la décarbonation en utilisant, par exemple, les courants pour optimiser les vitesses. Autre apport, il y a la partie 15 de la norme S100 qui concerne la data protection, qui est beaucoup plus stricte en quelque sorte que la norme actuelle pour les cartes électroniques de navigation et qui prévoit en particulier la signature des données par le producteur et le distributeur et un système d'encryptage plus robuste que le système actuel, donc qui apportera une garantie d'authenticité et d'intégrité des données reçues à bord. J'ai une slide un peu plus détaillée, un petit peu plus loin, qui explique en détail ce à quoi je me réfère là. Voilà, majoritairement les grands apports. Les formats de données des produits S100 sont des formats dits machine readable. Donc, pour tout ce qui est le développement futur de la navigation autonome, c'est des formats qui pourront être directement interprétables par les futurs navires autonomes. Alors, je l'ai dit, donc le standard S100, il a été adopté par l'OMI pour le concept de e-navigation, donc concept défini ici, donc c'est le partage harmonisé des informations numériques entre les navires et entre la Terre et les navires pour accroître la sûreté et l'efficacité de la navigation et protéger l'environnement. Et la e-navigation, elle se décline en fait en Maritime Services, et vous avez là la liste des 16 Maritime Services interopérables. Ça, c'est vraiment important, le fait d'avoir ce niveau d'interopérabilité qui s'appuie tous donc sur la S100. En bleu et en gras, ce sont les services qui intéressent plus particulièrement le CHOM, là, donc avec les Maritime Safety Information, la carte nautique, le 11, les Nautical Publications, publications nautiques, et les informations en temps réel sur l'environnement, donc les courants, les hauteurs d'eau. Je passe trop vite. Donc, une des grosses questions en débat actuellement, en étude actuellement au sein de l'OMI, tourne autour de la diffusion de toutes ces données, et en particulier de la diffusion par Internet. Comment assurer que des communications sécurisées entre justement la Terre et les navires en passant par l'IP. Donc, il y a une norme de l'IEC qui s'appelle la norme SECOM pour la sécurisation des communications entre les navires et la Terre. L'OMI a d'ores et déjà imposé cette norme pour les échanges de routes. Est-ce qu'elle s'imposera pour la diffusion de tous les autres produits? C'est en discussion. Et il y a également un concept qui a émergé déjà et qui a été testé depuis certaines années, qui est le concept de Maritime Connectivity Platform,
pour avoir en quelque sorte une gestion des registres des identités, une gestion des registres de services, et puis une communication sécurisée là par SECOM entre justement les producteurs officiels de données et puis des distributeurs. Et enfin, entre les distributeurs et le navire, là, la SECOM ne dit rien. Donc là, ce last mile devra être sécurisé avec d'autres protocoles. Il y a le cas particulier pour la diffusion du SMDSM, donc du Système mondial de détresse et de sauvetage en mer. Donc là, c'est un service international qui repose sur des technologies spatiales et terrestres pour diffuser les informations de sécurité maritime vers les navigateurs, les avertissements urgents de navigation. Et là, il y a en particulier la France qui supporte le NAVDAT, donc qui est une évolution donc, des stations NAVTEX pour être en capacité de diffuser des avertissements urgents de navigation conformes à la S100, donc c'est la norme S124. Alors, pour revenir justement sur la S100 part 15, donc pour garantir en fait cette authenticité et l'intégrité des données, donc il y a une signature digitale des fichiers qui est obligatoire par le producteur, basée sur des algos standards et une infrastructure de clés, principe de clés asymétriques privé-public avec fourniture de la clé publique avec les données signées. Donc, les fichiers de données sont accompagnés de leur signature qui comprend un checksum et de la clé publique du système producteur dans un répertoire, le fameux Exchange Set, qui est le répertoire des données livrées. Et avec la clé publique et la signature du fichier des données, le système client, donc sur les 10, vérifie l'identité du système producteur par le recalcul et l'intégrité des données par le recalcul et le contrôle du checksum. Et pour la protection des données, alors donc ça c'est quelque chose qui est optionnel, mais protection des données pour les données qui sont vendues. La carte électronique de navigation, elle est vendue par les services hydrographiques. Donc là, les données seront cryptées avec une licence d'utilisation associée. Elles sont déjà cryptées aujourd'hui, mais là, le système de cryptage est un peu plus fort que ce qu'il est actuellement. Alors, une dernière slide là sur la stratégie du CHOM par rapport justement à cette évolution, cette révolution qui est la S100. Donc, nos données pour fabriquer nos cartes électroniques de navigation, elles sont dans des bases de données. Aujourd'hui, donc, on travaille à la migration de notre base de données source dans un modèle dit S100-like et la production du portefeuille de cartes électroniques de navigation associées en S101 natif, la S57, donc la norme courante, et les cartes papier seront des produits dérivés de cette nouvelle base de données. Mais en fait, entre la S57 et la S101, pour le NC, il n'y a pas d'objet nouveau dedans. Ça sera le même contenu pour le navigateur. Donc, l'apport de la S100, il réside réellement dans les nouveaux produits et les aides à la décision qui sont induites par l'interopérabilité, par leur combinaison. Donc, on travaille à l'offre en couche additionnelle, en particulier sur la bathymétrie haute résolution, les hauteurs d'eau, les courants de surface et les avertissements de navigation. Ce sont vraiment les 4 normes pour lesquelles on a en cours des développements actuellement. Et notre objectif, c'est d'être prêt fin 2026, début 2027, avec une première offre S100. Voilà, moi je passe la parole à Gaëlle qui va vous présenter les produits et services S2XX qui sont un domaine, une famille de produits qui relèvent du domaine d'Ayala et qui relèvent aussi du standard S100. Donc oui, effectivement, je vais faire un focus sur le catalogue des spécifications de produits S200, donc, qui sont, comme l'a dit Nathalie, issus de la norme S100 et qui concernent donc les aides à la navigation maritime. Et donc les aides à la navigation maritime qui sont gérées par l'AYALA,
Donc l'AIALA, que je vais vous présenter rapidement, hein, qui est l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, anciennement nommée AISM, hein, puisque c'était une association, donc l'association internationale de signalisation maritime, et qui est devenue l'année dernière une organisation intergouvernementale, et qui a gardé son acronyme anglais, hein, AIALA, puisqu'il était bien connu de tous. Donc cette organisation, elle a en charge des aides à la navigation maritime dans l'ensemble, et puis elle va agir donc pour la sécurité de la navigation en harmonisant les aides à la navigation maritime et en améliorant le service de ces aides à la navigation et les services associés tels que les VTS, donc Vessel Traffic Service, donc en français les services de trafic maritime, et puis la e-navigation. Donc l'AIALA, elle va définir les spécifications de produits conformément à la norme S100 dans les domaines qu'elle couvre. Donc on va avoir les aides à la navigation maritime, les services de trafic maritime, donc les VTS, les systèmes de positionnement, donc les systèmes GNSS ou DGNSS, et puis les systèmes de communication. Donc il y en a plusieurs, là on en a cité 3 qui sont l'AIS, l'ASM et le VDES. Aujourd'hui, les spécifications de produits qui sont soit en cours de développement, soit en cours de validation sont les suivantes. Donc, on a celles qui concernent les aides à la navigation maritime. Donc, la S201 qui va être pour les informations concernant les aides à la navigation maritime, donc tout ce qui va caractériser une aide à la navigation maritime. Et la S125 qui est donc la spécification de produit qui va être sur en fait l'état d'une aide à la navigation maritime. Donc, si elle est en panne, si elle est en cours de modification ou de création, donc sur son statut. Ce qui va concerner le domaine du positionnement, donc on va avoir le domaine des GNSS, donc la S240. Et puis le domaine du ILORAN, donc avec trois spécifications de produits, donc la S245, 246 et 247. Pour les communications, pour l'instant, il n'y a qu'une spécification de produit qui est en cours, c'est la S230, donc qui concerne les messages à application spécifique, hein, les messages ASM. Et puis concernant les VTS, donc il y a 3 spécifications de produits pour les échanges internes, pour les messages vers les ports, et puis pour les informations numériques des VTS vers les navires. Ici, on retrouve un schéma qui ressemble au schéma du monde S100 et qui est appliqué donc au système des aides à la navigation maritime. Et puis, on va retrouver en fait les liens entre les différents éléments qui sont concernés par ces spécifications de produits et puis les spécifications de produits qui les définissent. Donc, on va retrouver par exemple la norme, la spécification de produit S201, donc qu'on peut voir en haut à droite, hein, donc qui va être entre, on va dire, l'autorité compétente en termes de signalisation maritime vers, enfin, les échanges entre ces autorités-là et puis les services hydrographiques. On peut retrouver également la norme S240, donc en bas à droite, donc, qui est la norme de communication, on va dire, entre les systèmes DGNSS, donc système de positionnement, et les navires. Et puis, on retrouve aussi la norme, la spécification de produit S210, donc plutôt à gauche du schéma, hein, qui est communication interne entre VTS. Donc, ce schéma, il résume un petit peu les spécifications de produits qu'on a aujourd'hui, soit validées, soit en cours de validation, soit en cours de développement au niveau des aides à la navigation maritime.
Ce schéma, on le retrouve ici en simplifié, où on va voir bien les aides à la navigation maritime, donc le VTS, le VTS qui est considéré comme une aide à la navigation maritime, et puis les aides à la navigation maritime qui se retrouvent bien au centre donc, de ces échanges d'informations vers les usagers, puisque c'est bien le but, comme le disait Nathalie, c'est de pouvoir communiquer, pouvoir envoyer ces informations aux usagers. Maintenant, on va s'attarder sur deux spécifications de produits qui concernent les aides à la navigation maritime. Donc, tout d'abord, la spécification de produit S201, qui est donc sur la norme de communication entre les services en charge de la signalisation maritime et les services hydrographiques. Donc, entre les services phares et balises en France et le CHUM. Et puis après, on fera un petit focus sur la spécification de produit S124, donc elle, qui n'est pas définie par l'AIALA, qui est définie par l'OHI, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, mais pour laquelle les aides à la navigation maritime sont concernées, puisque c'est la spécification de produit sur les MSI, les Maritime Safety Information, et donc forcément, les aides à la navigation maritime vont faire partie de cette spécification de produit. Alors, la S201, comme beaucoup de spécifications de produits, on va la retrouver sous forme d'objets et puis d'attributs. Comme le disait Nathalie tout à l'heure, ces objets et ces attributs, ils sont définis dans un catalogue au niveau de l'OHI. Les attributs, ils peuvent être simples ou complexes. Et puis, il y a des liens entre les objets et les attributs, et puis entre les attributs eux-mêmes, qui vont permettre, en fait, de pouvoir caractériser les aides à la navigation maritime. Donc, la structure de l'aide et puis les équipements de l'aide. Et ça va être caractérisé, soit les attributs vont être sous forme binaire, donc 0 ou 1. Donc, est-ce que j'ai la présence d'un feu 0, non, 1, oui. Et puis, par exemple, les caractéristiques du feu, la couleur, ça va être une énumération, le rythme, ça va être une énumération. Donc, voilà. Et puis, ce qui est important, en fait, c'est la communication entre les services des phares et balises et les services hydrographiques, en ayant une norme bien spécifique. La finalité, ça va être des documents nautiques, donc les cartes marines, les instructions nautiques, les livres des feux. Pour être mis à jour, il faut qu'ils reçoivent la bonne information. Et puis, cette information, il faut qu'elle soit codée de la même manière au niveau des services phares et balises et puis au niveau du service hydrographique, donc du CHUM. Et c'est grâce à cette spécification de produit S201 qu'on va pouvoir communiquer ces caractéristiques. Donc là, c'est un petit exemple. À gauche, alors c'est peut-être pas très lisible, mais on va voir les équipements que peut avoir une aide à la navigation maritime. Donc, au niveau de ces équipements, on va retrouver la marque de jour, on va retrouver le réflecteur radar, les bandes rétro-réfléchissantes, les signaux sonores, le voyant, des systèmes de mesure si l'aide en est équipée, des balises répondeuses radar, des AIS. Et puis, tous ces équipements, ils vont être décrits, donc leurs caractéristiques. Donc, c'est ce qu'on voit en fait à droite, au niveau du feu. Au niveau du feu, il va falloir décrire sa couleur, son rythme, la séquence de son rythme, la limite des secteurs, la hauteur du plan focal du feu, la portée nominale du feu, donc plein de caractéristiques, son nom, le type de source lumineuse qui est utilisée, enfin, plein d'informations nécessaires donc à qualifier, à caractériser l'aide à la navigation maritime. Donc voilà pour la S201. La S124, donc Navigational Warning, les MSA et les avis urgents aux navigateurs. Donc comme j'ai dit, spécification de produit définie par l'OHI, mais qui concerne les aides à la navigation maritime.
Donc, on va avoir le même style de construction. Et puis là, on voit donc les différents types de navigational warning, donc sous forme d'énumération, hein. On voit qu'il y a des avis qui vont concerner les zones de culture marine, des dangers à la dérive, des nouveaux dangers, des actes de piraterie, donc plein de types d'avis. Et puis on voit le premier, le numéro 1, qui sont les avis qui concernent les aides à la navigation maritime. Donc, un avis qui va être envoyé, il va donner en fait le statut de l'aide, une panne au niveau de l'aide. Alors, qui va être pareil, donné sous forme d'énumération, des libellés qui sont prédéfinis. Et au niveau international, donc, qui vont être compréhensibles par tous les usagers. Donc, on a une énumération pour chaque type d'aide à la navigation, donc pour les bouées, pour les balises, pour les phares, en indiquant est-ce que la bouée est dégradée, est-ce que le feu de la bouée est éteint, est-ce que la portée nominale est réduite. Donc, tout un nombre de libellés qui sont normalisés et qui sont définis donc, dans le catalogue de l'OHI. Aujourd'hui, les avis urgents aux navigateurs, au niveau des aides à la navigation maritime, ils sont rédigés grâce à la base de données des aides à la navigation maritime des services des phares et balises, donc qui va en fait être émis de manière structurée avec des données, et tout ça en cohérence avec la norme S124. Alors, je dis bien en cohérence, c'est qu'aujourd'hui, cette base de données des aides à la navigation maritime, hein, elle ne répond pas à la norme S124. Par contre, elle est en cohérence avec cette norme qui va permettre de créer ce qu'on appelle un avis urgent au navigateur. Et cet avis urgent au navigateur va être transmis à Ping, à la plateforme Ping, qui, elle, donc, va permettre de diffuser ces avis. Et donc, je vais laisser la parole à Yves Lefranc, qui va nous expliquer comment marche cette plateforme Ping. Merci Gaël. En effet, les données de modification du balisage, là, qui sont l'objet des avis des phares et balises, seront très bientôt transmis à Ping, la nouvelle plateforme nationale de l'information nautique. Ping, c'est une plateforme participative sur Internet qui est coditée par le CHOM et la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et qui a été mise en service en avril 2024 en métropole, et l'extension outre-mer est en cours. Cette plateforme présente, entre autres informations, les avertissements de navigation, qu'on appelle les AVURNAV en France, qui informent les navigateurs d'événements qui constituent un risque pour la sécurité de la navigation. Et pour cela, les opérateurs de la Marine nationale, qui font les AVURNAV, disposent sur la plateforme d'outils en ligne pour la création et la gestion des avertissements de navigation. Et ces outils mettent en œuvre d'ores et déjà la structure de données de la norme S124. Avec ces outils, il est par exemple facile de convertir les données de modification du balisage en données d'AVURNAV de la Marine nationale. Ce sont les AVURNAV les plus diffusés, les plus généralement diffusés. Les AVURNAV en vigueur dans Ping sont stockés selon la structure de données S124 et sont affichés sur le portail public de Ping qu'on va voir tout à l'heure. Parallèlement, Ping génère la forme telex des AVURNAV pour alimenter les systèmes de radiodiffusion classiques qui sont Navtex, Safety-Net et Safety-Cast, les deux derniers étant pour une diffusion par satellite pour la haute mer. Et Ping a aussi bien sûr vocation à délivrer les AVURNAV au format S124 pour qu'à l'avenir, ils puissent être affichés directement sur les écrans des EGDIS. Et nous achevons actuellement le développement d'un premier service S124 expérimental que je vais vous montrer. Alors, je vais d'abord partager mon écran et je vais commencer par vous montrer la plateforme Ping. Alors, je vais faire une petite manipulation.
Tac. Voilà, je reviens là. Est-ce que vous voyez quelque chose intitulé la plateforme nationale de l'information nautique, là, mes chers collègues? Ok, merci. Donc voilà la plateforme nationale de l'information nautique. Là, on est sur le portail public, donc tout le monde peut accéder à cette plateforme, consulter les avions neuves en vigueur. Donc là, par exemple, on parlait de balisage tout à l'heure. Là, j'ai un avionnave local Brest qui concerne une balise manquante. Ici, le voyant d'une balise qui est manquant. Ici, par exemple, j'ai des essais en mer. Et plus loin, j'ai un exercice de tir. Il y a beaucoup d'exercices de tir en ce moment. Voilà, donc là, je clique sur l'Avurnave. Bon, alors, son secteur, c'est Pazen. C'est l'équivalent des zones météo pour les Avurnaves. On a Pazen, Iroise, Cantabrico, etc. Catégorie générale, c'est dans la catégorie générale S124, opération spéciale. On dit que cet Avurnave annule un Avurnave précédent et qui sera à annuler le 3 juillet. Et puis là, dans la partie de droite, on voit la catégorie détaillée d'événements. C'est un exercice de tir. Ensuite, on me donne les périodes, donc les différents jours où auront lieu les exercices, les tirs, en fait, et les heures à l'intérieur des jours. On me rappelle la zone délimitée qui est ici un polygone. Voilà. Donc voilà, dans Ping, on peut consulter facilement les Avurnaves, on peut générer un lien pour le partager, on peut télécharger sa géométrie, générer PDF pour l'imprimer, etc. Et ces Avurnaves, dès qu'un Avurnave est publié dans Ping par l'opérateur de la Marine nationale dans la région concernée, ces données S124 vont être générées. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent les données S124. Donc, j'en ai mis dans mon répertoire. Donc là, en fait, elles sont dans ce que Nathalie vous a présenté, c'est un exchange set. Donc, c'est un répertoire. Donc là, c'est le répertoire de l'Avurnave 314-25. C'était celui relatif à l'exercice de tir. Donc là, je l'ai dézippé. Donc, je vais me balader dans l'arborescence. Et je vais aller jusqu'aux données S124. Et là, je vais trouver mon fichier, mon dataset, qui est l'Avurnave en S124. Alors, à quoi ça ressemble? Vous voyez que c'est un format GML. Donc, en fait, c'est une extension, une spécialisation plutôt de l'XML pour les données géographiques. Donc, à l'intérieur, les développeurs reconnaîtront principalement un XML. Donc, voilà à quoi ressemble cet Avurnave 314 traduit en S124. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver, nous, humains, à l'intérieur de ce lot de données fait pour les machines? Ici, on retrouve le nom de la série, c'est Avurnave Brest. OK. On me dit que c'est le numéro 314. Je ne vais pas tout faire. Ici, on a les périodes des zones de tir. Vous voyez, on a des dates et des heures à l'intérieur des créneaux de dates. On avait aussi plus haut la catégorie générale de danger avec un code 17, c'est opération spéciale. Et puis, plus bas, on a des précisions comme la catégorie détaillée d'événements. Je la cherche, je ne la trouve pas. Peu importe, on va passer. Ah oui, il est là. Donc, la catégorie détaillée, c'est le code 124, c'est exercice de tir. Et puis ensuite, on a les coordonnées du polygone en GML, donc la spécialisation XML, la spécialisation de l'XML pour les données géographiques. Voilà. Donc là, vous avez sous les yeux un dataset d'un Avurnave en S124. Donc voilà, des données S100, à quoi ça ressemble. Donc ça parle plutôt aux développeurs qu'aux humains. Mais voilà. Alors, on a aussi autre chose d'intéressant dans cet exchange set. Je vais remonter au début, à la racine. On a un catalogue qui est un fichier XML que je vais vous montrer. Donc, dans ce fichier XML, on va avoir les métadonnées du dataset que je viens de vous présenter, de l'Avurnave.
Et dans ces métadonnées, alors on voit que c'est le CHUM qui est le producteur, enfin au travers de, parce que le CHUM est éditeur de la plateforme Ping, et surtout on va trouver dans ces métadonnées la signature des données, ici, donc c'est cette ligne-là, avec cette chaîne de caractères, c'est la signature de la donnée, qui est accompagnée du certificat de la personne, enfin donc du CHUM, qui a signé les données. Donc voilà le certificat du CHUM. Et en plus, on donne le certificat. Alors là, elles sont auto-signées, on va changer ça, mais ce sera l'OHI qui nous donnera le certificat. Ici, on indique le certificat de l'autorité qui a donné le certificat au CHUM. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, quand on dit certificat, en fait, c'est clé. Ici, c'est une clé publique. Hein. Certificat CHUM, c'est la clé publique du CHUM, en fait. Et la signature, c'est la signature digitale des données. Donc voilà, dans le fichier catalogue, on a la signature des données donc de chaque dataset et le certificat de celui qui a délivré le dataset. Et ces données, ces exchange-sets S124, donc ils sont produits à chaque fois que l'opérateur appuie sur le bouton « Publier mon AVURNAV ». Il y a aussi, ici, il y a une chose aussi intéressante, c'est que vous voyez un fichier catalogue sign, en fait, le catalogue XML qui contient les signatures, etc., les métadonnées, est lui-même signé. Donc là, on a la signature du catalogue par le producteur du catalogue, qui est en l'occurrence ici le CHUM. Donc en fait, ces éléments-là, ces signatures et ces certificats permettent au client ou à l'utilisateur de la donnée de s'assurer que les données sont authentiques et intègres. Elles n'ont pas été corrompues, déformées, etc. Et elles viennent bien du CHUM, en l'occurrence. Voilà pour les données S124 générées par Ping. Ces exchange-sets S124 vont bientôt alimenter les essais des nouvelles stations Navdat, des Cross-Corsen et Lagarde. Comme l'a évoqué Nathalie tout à l'heure, Navdat est un système terrestre de radiodiffusion de données, de data, donc de fichiers en fait, pour la sécurité de la navigation. Donc, c'est un candidat pour être un nouveau système de radiodiffusion dans le cadre du service mondial de détresse et de sécurité en mer, et c'est un candidat promu par la France. Ces exchange-sets seront aussi disponibles en ligne pour des systèmes tiers, donc par Internet. Et pour ça, on a développé des API de type REST qui sont conformes à la norme SECOM, puisque la norme SECOM qui a été évoquée tout à l'heure sécurise les communications, mais elle standardise aussi des API de type REST. Alors, API, c'est Application Programming Interface. Donc, en fait, c'est comment un système tiers peut utiliser via Internet les services de ping. Voilà, donc c'est de machine à machine. Et donc, on a développé une première série d'API conformes à la SECOM, tout ça dans le cadre d'un premier service expérimental. Et pour ce premier service expérimental, on a choisi de faire très simple, puisqu'on aime bien avancer pas à pas. Et donc, en fait, je vais vous montrer cette API qui est disponible, qui sera bientôt disponible, on va dire à la rentrée. Donc, par exemple, voilà, j'ai une API ici qui permet à un système tiers que je vais reproduire la requête que va faire un système tiers. Par exemple, je vais demander les AVURNAV Brest en anglais et Ping va me retourner tous les AVURNAV Brest qui sont en vigueur à l'instant de la requête. Donc, ouais, pour l'instant, on ne fait que ça. On permet à un système de venir retirer les AVURNAV en vigueur dans une série. Donc, je simule l'exécution de la requête. Et voilà la réponse. Alors, évidemment, c'est pour les machines. Ce qu'on voit là, c'est la réponse
et on voit une succession de blocs de caractères. Le premier bloc, là où il y a écrit data, ça, c'est le zip d'un exchange set d'Anavurnav qui est exprimé en base 64. Base 64 parce que la norme SECOM le veut. Ensuite, on a le certificat du CHOM qui signe ce paquet de data. Et voilà la signature de ce paquet de data. Et ainsi de suite. Ça, c'était pour un premier Avurnav, un premier Avurnav Brest. J'en ai un second. Donc là, en fait, c'est les Avurnav Brest en vigueur. Donc, data, c'est le zip en base 64 de l'exchange set de l'Avurnav. Ensuite, j'ai le certificat du CHOM. Et ensuite, j'ai la signature par le CHOM du bloc data. Voilà, je poursuis. Et là, je peux lister comme ça tous les Avurnav Brest. Et donc, ça permet à des systèmes tiers, via cette normalisation apportée par la SECOM, de consommer les avertissements de navigation issus de ping. Donc, on voit que SECOM apporte, en plus du dispositif de protection de données qu'il y a au niveau du dataset et de l'exchange set, là, il y a encore une couche de sécurité pour signer le zip de l'exchange set en base 64, avec le certificat. Et en plus, la SECOM va exiger des protocoles, une sécurisation des canaux de communication avec les protocoles HTTPS et TSL. Voilà, donc ainsi s'achève ma présentation. Mon but, c'était de vous montrer concrètement que l'implémentation d'une norme S100, donc la S124 et la norme SECOM, en France, ça devient très concret. Et à la rentrée prochaine, nous aurons un service de données S124 SECOM que vous avez pu découvrir là rapidement, qui sera disponible, fût-il expérimental dans un premier temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter mon partage. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très, très exhaustive pour le coup, qui a eu le mérite de bien poser tous les éléments, aussi bien le pourquoi du comment et jusqu'à rentrer dans la technique et dans l'exploitation finale. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications-là. Est-ce que quelqu'un a une question éventuellement à poser à nos interlocuteurs? Pour le moment, j'ai rien vu sur le chat, ce qui veut dire que quelque part votre présentation était tout à fait pédagogique et claire. On a encore quelques minutes éventuellement pour que les gens qui auraient des questions à poser les expriment. En tout cas, oui, c'était très, très intéressant sur un sujet quand même de grosse importance quand on parle de sécurité nautique quand même. Donc c'est bien de voir que la sécurité est aussi, pour les spécialistes de la cybersécurité qui nous écoutent, que cette partie-là de protection de l'intégrité des données et de leur sensibilité potentiellement est bien prise en compte. Donc c'était très intéressant. Alors, je vois qu'il y a une question qui est posée. Alors, la question, je vous la livre et celui qui voudra répondre pourra répondre. Donc, y a-t-il des idées de test ou de preuves de concept avec des armateurs français? Je peux commencer à répondre. Donc, il y a effectivement des idées de tests. Alors, il y a un projet qu'on mène actuellement avec Lucas Achot sur la route Saint-Malo-Portsmouth. Elle s'appelle S100 Across the Channel. Donc, dans ce projet, on devrait tester, on a approché Brittany Ferries. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore répondu positivement, mais on aimerait tester avec eux. Et sinon, on a les Danois là, qui ont remplacé Condor Ferries et qui, eux, sont OK pour tester. Ensuite, on est en train d'essayer de développer un projet européen, un projet Interreg Nord-Ouest Europe.
Et donc là, on a CMA, CGM, observateurs dans ce projet qui pourrait être aussi une plateforme de test. On a comme partenaire de ce projet Interreg la société DICE qui a développé la passerelle du navire Canopée. Et là aussi, on pourrait tester sur le navire, sur le navire Canopée ces nouveaux produits. Voilà. Merci pour la réponse. J'ai une deuxième question donc, que je vous livre. Des communications sont-elles prévues auprès d'associations grand public en pensant tout particulièrement aux fédérations de pêcheurs plaisanciers qui, par exemple, fréquentent le plateau de Rochebonne où on peut voir des zones d'exercice de tir, par exemple? Bien, je vous invite à consulter la plateforme Ping, sur lesquels vous verrez les avertissements qui préviennent de ces exercices de tir. Et sur la plateforme Ping, on peut aussi s'abonner pour être notifié par mail directement de tout nouvel AVURNAV. Et on peut choisir les thèmes des AVURNAV qui nous intéressent pour pouvoir filtrer. Donc, mon conseil, c'est de s'abonner à Ping pour recevoir les avertissements de navigation qui préviennent de ces exercices de tir. Et en complément de la plateforme Ping, on a développé en partenariat avec la DG AMPA et l'Office français de la biodiversité, l'OFB, une application mobile qui s'appelle Naveco et qui utilise en fait les flux de la plateforme Ping pour offrir donc sur des smartphones iOS ou Android cette même information. Oui, merci Nathalie. Effectivement, c'est un point très important. Navenco, en fait, c'est pour avoir les avertissements de navigation dans votre poche et l'application est gratuite. Elle vous montrera les avertissements de navigation, les réglementations, des informations sur la biodiversité. Donc, tout un tas d'informations intéressantes pour le navigateur. Et c'est une application donc, qui est coditée par, Nathalie l'a dit sans doute, par le CHOM, l'OFB et la DG AMPA. Merci. Et encore une nouvelle question. Décidément, ça déchaîne les passions. Cette fois-ci, plus sur le domaine de la cybersécurité. Donc, effectivement, on l'a vu, il y a de la cybersécurité prise en compte dès le départ. En fait, le constat qui est la multiplication de nouveaux réseaux numériques et automatiques augmente les vulnérabilités aux attaques, quel que soit pas uniquement ce système-là, mais globalement des bâtiments. Et là, si on parle de la partie plutôt cartographique, mis à part le chiffrement et l'authentification par la signature qui sont implémentés, est-ce que la robustesse du futur système a-t-elle été évaluée? Alors, le futur système, en fait, c'est un système du présent. Ping existe depuis avril 2024. C'est son service de données S124 qui n'est pas encore présent, qui sera disponible au public à la rentrée. Mais Ping, en fait, répond à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État et est hébergé par le ministère de la Transition écologique et répond donc à un certain nombre de règles que je ne vais pas développer ici, un certain nombre de règles de cybersécurité, de sécurité des systèmes d'information de l'État. Et si la question porte plus sur le futur système qui va exploiter tous les produits S100, donc l'EC10 S100, en fait, il fait l'objet de type approved, d'approbation. Donc oui, je pense que c'est pris en compte. Mais là, par contre, nous, on ne développe pas de système EC10. Merci. Alors, on a encore deux autres questions. Alors, la première, les AVURNAV seront-elles diffusées par un moyen autre que le Navtex? D'une manière générale, comment seront diffusées les données S100 par Internet ou par autre chose? Je crois qu'on y a un petit peu répondu dans votre présentation, mais si vous pouvez développer. Oui, donc en fait, les AVURNAV, donc, ils sont affichés sur Ping. On peut s'abonner, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour recevoir le texte de l'AVURNAV et un lien vers l'AVURNAV dans Ping. Donc, ça, c'est un premier moyen de diffusion. Ensuite, ces AVURNAV
seront radiodiffusées par les nouvelles stations Navtex du Cross Corsen et du Cross Lagarde. Donc, c'est une diffusion Navtex de type Telex, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les données S124, là, on est au tout début, on aura les API REST que je vous ai montré, là, les API SECOM pour alimenter des systèmes en ligne. Et puis, on aura des stations, on fera aussi des essais, des premiers essais pour les nouvelles stations Navdat des deux crosses pour diffuser les données S124, radiodiffuser les données S124. On a aussi d'autres services de données dans Ping qui sont ceux utilisés par l'application Navenco. On a une API REST qui préfigure, mais on va la laisser en service, qui préfigure la future API REST SECOM, là, qui va être mise en service à la rentrée, mais on a déjà quelque chose, on a une API REST qu'on va maintenir. On a aussi des flux de données WMS, qui sont des flux pour les systèmes d'information géographique. Voilà. Donc, je vous invite à regarder l'onglet services de données de Ping, sachant que tous ces services de données, enfin les flux WMS et la délivrance S124 des données là, sont des services gratuits, bien évidemment, puisque on veut diffuser le plus possible nos avertissements de navigation. Voilà, donc, il y a plusieurs questions. Donc pour répondre clairement, oui. De ce que je comprends, le Navtex est confirmé et poursuivi, mais par Internet aussi via un certain nombre de choses, via l'API en particulier, et aussi par l'intermédiaire potentiellement des applications sur smartphone dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Une dernière question. Excuse-moi, Frédéric. Oui. Je peux rajouter quelque chose. Allez-y. En fait, le Navtex, c'est un moyen de diffusion qui est obligatoire. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Voilà. Mais comme on sait très bien que beaucoup d'usagers ne sont pas équipés en Navtex ou même en SafetyNet, en fait, c'est pour diffuser de la meilleure façon possible des avis aux navigateurs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer du Navtex parce qu'il est obligatoire, hein, il fait partie du SMDSM. Et si un jour il est remplacé, il sera remplacé par le Navdat, mais ce ne sera toujours pas un moyen Internet, puisqu'aujourd'hui, Ping n'est pas un moyen officiel de diffusion d'informations nautiques. Après, donc, le sujet de la diffusion par IP, c'est véritablement un sujet brûlant à l'OMI, le sujet de la diffusion par Internet. Puisque là, on parle effectivement du domaine des avertissements et plans de navigation qui sont un produit particulier. Et pour les autres produits, bathymétrie, courant, marée, etc., il faudra bien également diffuser ces données-là. Et effectivement, la diffusion par IP est poussée très fortement par un certain nombre d'États, hein, par l'Australie. Il y a eu des essais de ce qu'on appelle les Maritime Connectivity Platforms qui ont démontré donc, la capacité de fournir de façon, d'une certaine manière, sécurisée, grâce aussi à SECOM, à la norme SECOM, ces données-là par Internet. Ouais, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Gaël. Ping est bien un moyen officiel de diffuser les avertissements de navigation. Ce n'est pas le moyen reconnu par l'OMI. Mais c'est bien un moyen officiel de l'État français que de diffuser les avertissements de navigation. C'est la plateforme de référence en la matière. Merci. Et donc, on a une dernière question, et je pense qu'après, on s'arrêtera là. Ping est méconnu aujourd'hui de la navigation de plaisance. Sachant que les chart viewers sont maintenant tous payants, est-ce que vous ne pensez pas que Ping va être surutilisé dans un avenir proche ? En fait, je renvoie à l'utilisation de l'application Navenco, si j'ai compris la question. Après, Navenco, comme je disais, est gratuit. Une surutilisation. En fait, Navenco n'est pas un système de navigation. C'est clairement des données qui sont affichées sur un fond de carte marine. Alors, c'est bien facile, bien pratique d'avoir un fond de carte marine, mais vous n'avez pas de fonction de navigation. Vous ne pouvez pas déterminer votre cap
la position affichée est celle de votre smartphone avec les performances du GPS de votre smartphone et pas plus. Donc, on n'est pas comparable à des systèmes spécialisés produits par des grands éditeurs de récepteurs GPS. On n'est pas dans la même catégorie. Donc, ce n'est pas un système de navigation. Merci bien. Alors, je crois qu'on a terminé. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles questions. On arrive à la fin du créneau qui était imparti pour ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants, ainsi que les participants pour leurs nombreuses questions et des choses très, très intéressantes. Donc le contenu, la vidéo sera disponible normalement d'ici demain en téléchargement sur nos réseaux sociaux pour pouvoir revoir l'intégralité de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à et bonne tous soirée. pour votre écoute. Merci. Merci. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.